Christophe Colomb à la découverte de l'Amérique. Aujourd'hui, il est très facile de parcourir le monde, on prend la voiture, le bateau à moteur, l'avion, et on arrive à l'autre bout de la Terre. Mais à la fin du Moyen Âge, quand tous ces moyens de transport rapides n'existaient pas encore, voyager était une véritable expédition semée d'obstacles et de dangers. Pourtant, en 1492, le célèbre navigateur Christophe Colomb a réussi à traverser l'océan Atlantique pour se rendre en Amérique. Comment a-t-il fait? Voyons ça de plus près. Sa carte d'identité. Son nom, en italien, Colombo. Prénom, Cristoforo. Il est né en 1450 ou 1451 à Gênes, Genova, en Italie. Il est mort en 1506 à Valladolid, en Espagne. Ses métiers, marin, géographe, explorateur. Son épouse, Felipa. Ses enfants, Diego, né en 1479, et Fernando, né en 1488. Des explorateurs en pagaille. Les hommes ont toujours tenté de voyager en dehors de leur territoire, pour découvrir de nouvelles routes, pour agrandir leur royaume, ou juste par curiosité. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains, suivis des Arabes, des Chinois, des Vikings. Tous ces peuples ont déjà beaucoup voyagé. Mais c'est au XVe et XVIe siècle que se déroulent les plus grandes expéditions maritimes, comme celle de Christophe Colomb. Alors, comment devenir un bon explorateur? La première des conditions, c'est de recevoir une bonne éducation. Christophe Colomb naît dans une famille assez riche pour lui payer une bonne éducation. Ses parents, Domenico et Susanna, l'encouragent à apprendre la lecture, l'écriture, les mathématiques et la géographie. Deuxième condition pour devenir un bon explorateur, habiter au bord de la mer. Christophe passe son enfance à Gênes, en Italie. Dans cette ville se trouve un des plus grands ports de la Méditerranée. Et dès l'âge de 14 ans, il peut donc apprendre le métier de marin. Il commence par effectuer des petits voyages en mer entre Gênes et un port voisin. Mais il entreprend de plus longues traversées sur la Méditerranée. La troisième condition pour devenir un bon explorateur est de rencontrer des savants. Et en 1476, après un naufrage, Christophe débarque à Lisbonne, la capitale du Portugal. Lisbonne est un port très actif, où se retrouvent des explorateurs venus de toute l'Europe. Christophe y rencontre des savants avec lesquels il approfondit ses connaissances en navigation. À l'âge de 30 ans, il devient pilote, ce qui veut dire qu'il est capable de diriger un navire. Le kit parfait du navigateur serait la caravelle, un navire rapide, léger et facile à manier, de 20 à 30 mètres de long, qui peut embarquer environ 30 hommes et filer jusqu'à 15 km à l'heure. Il faudra également une boussole, un instrument qui permet de s'orienter en indiquant le nord magnétique. L'astrolabe est un appareil qui va servir à se repérer en mer en mesurant la position et la hauteur des astres. Enfin, le portulan, c'est une carte marine montrant le tracé des côtes, les courants marins et la localisation des ports. Le projet de Christophe Colomb. Écoutons son interview exclusive. Monsieur Colomb, quel voyage rêvez-vous de faire? Ah, tu veux donc que je te révèle mon plan? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, sache que tous ceux qui ont voulu gagner les Indes, la Chine ou le Japon depuis l'Europe sont passés par l'Est. Mais le chemin par les terres est devenu trop dangereux. Les Portugais ont bien essayé de contourner l'Afrique pour arriver aux Indes par la mer, mais ils n'ont pas encore réussi. C'est ça votre plan? Alors, contourner l'Afrique par le sud pour rejoindre l'océan Indien? Et non, j'ai une autre idée. Puisque la Terre est ronde, si je mets le cap vers l'ouest, j'arriverai forcément aux Indes, par l'autre côté. Mais si vous faites ça, monsieur, c'est en Amérique que vous allez arriver, pas aux Indes. L'Amérique. Mais que me raconte ce jeune intrépide? J'ai jamais entendu parler de l'Amérique, moi. Oups, je n'ai rien dit, excusez-moi, Et donc, vous allez partir tout seul?
Non, il me faut des navires, un équipage, de l'argent et la protection d'un roi. J'ai d'abord présenté mon projet au roi Jean II du Portugal, mais il a refusé de m'aider, sous prétexte que je m'étais trompé dans mes calculs de navigation. Bon, passons. Finalement, je suis allé voir les rois d'Espagne, Ferdinand et Isabelle. Et ils ont accepté de vous aider? Oui, après 5 ans. Ils viennent enfin de me signer un contrat. J'ai reçu le titre d'amiral de la mer Océane. Je serai gouverneur des terres que je découvrirai et je recevrai une partie des richesses que ces terres rapporteront. Pas mal, non? L'arrivée en Amérique, reportage en terre inconnue. La terre sur laquelle Christophe Colomb est arrivé, c'est la petite île de Ganaani, dans les Bahamas, en Amérique centrale. Quel dépaysement pour les marins espagnols! Des paysages fascinants. Colomb et ses hommes découvrent des paysages où la végétation est luxuriante, où l'eau est abondante, où les animaux inconnus sont innombrables. Un peuple inconnu. Sur l'île de Ganaani, les Espagnols tombent nez à nez avec des hommes à la peau mate, nus, qui ne parlent aucun langage connu. Colomb les appelle les Indiens, mais ce sont en réalité des Taïnos, peuple qui vit de l'agriculture, de la cueillette, de la chasse et de la pêche. Un retour triomphal. Après un voyage difficile, la Santa Maria s'est échouée sur un rocher et 39 marins ont dû rester dans les îles. La Pinta et la Niña arrivent le 15 mars 1494 au port de Palos. Puis, Colomb se rend à Barcelone, où il est accueilli par Isabelle et Ferdinand, à qui il a rapporté des objets, des plantes et des animaux inconnus, et même de véritables Indiens en costume de cérémonie. L'exploration des îles voisines. 2 jours après leur arrivée, Colomb et ses hommes entraînent avec eux 7 Taïnos qu'ils prennent pour guides pour explorer les îles voisines. Après ce premier voyage, Christophe Colomb en effectue 3 autres, au cours desquels il explore de nouveaux territoires dans la mer des Caraïbes. Mais jusqu'à sa mort, en 1506, il reste persuadé qu'il a atteint les Indes par l'ouest. Il ne sait donc pas qu'il a mis les pieds sur un nouveau continent. C'est l'Italien Amerigo Vespucci qui, le premier, comprend que ce ne sont pas les Indes. Voilà pourquoi le continent a reçu son prénom, Amérique.